Shirley par Charlotte Brontë. Chapitre 21. Deux vies. Moore n'avait montré que la moitié de sa résolution et de son activité dans la défense de sa fabrique. Il montra l'autre moitié, et c'était la plus terrible, dans l'infatigable et impitoyable ardeur avec laquelle il poursuivit les meneurs de l'émeute. Il laissa la foule tranquille. Peut-être un sentiment inné de justice lui disait-il que des hommes égarés par de mauvais conseils et poussés par les privations n'étaient pas dignes de sa vengeance, et que celui qui fait tomber sa colère sur un homme courbé sous la souffrance est un tyran et non un juge. Dans tous les cas, bien qu'il en connût un grand nombre, les ayant parfaitement remarqués dans la dernière partie de l'attaque, quand le jour commençait à poindre, il les laissait passer chaque jour à côté de lui, sans leur adresser aucune parole ni aucune menace. Il ne connaissait pas les chefs. C'étaient des étrangers, des émissaires des grandes villes. Beaucoup n'étaient pas des membres de la classe ouvrière, c'étaient des débauchés, des banqueroutiers, des hommes toujours dans les dettes et souvent dans la boisson, des hommes qui n'avaient rien à perdre et avaient beaucoup à gagner sous le rapport de l'argent et de la propreté. Ces hommes, Moore les chassait comme un chien chasse le gibier, et cette occupation lui convenait. Son excitation plaisait à sa nature, il l'aimait mieux que de faire du drap. Son cheval devait haïr ce temps-là, car il était monté rudement et souvent. Moore vivait presque sur les routes, et l'air frais était aussi bienvenu à ses poumons que la visite du policeman à son humeur. Il le préférait à la vapeur des teintureries. Les magistrats du district devaient le craindre. C'étaient des hommes lents et timides. Il aimait à les forcer de trahir une certaine crainte qui les faisait vaciller dans leur résolution et reculer devant l'action. La crainte de l'assassinat. C'était cette crainte qui avait enchaîné tout manufacturier et presque tout homme public dans le district. Elstone seul l'avait toujours repoussé. Le vieux cosaque savait qu'il pouvait recevoir une balle. Il connaissait le danger. Mais une semblable mort ne l'effrayait pas. C'est celle qu'il eût choisie, s'il avait eu un choix à faire. Moore aussi connaissait le danger et le méprisait. La pensée qu'il chassait des assassins était l'aiguillon de son ardente nature. Quant à la crainte, c'était un homme trop fier, trop rudement élevé, trop flegmatique pour craindre. Souvent, il lui arrivait de parcourir les marais à cheval la nuit au clair de lune, ou sans clair de lune, dans une disposition d'esprit plus vigoureuse, avec des facultés plus fraîches que lorsque la sécurité et le calme l'environnaient dans son comptoir. Les meneurs dont il voulait s'assurer étaient au nombre de 4. 2 dans l'espace de 15 jours furent arrêtés près de Stilbro. Pour les 2 autres, il fallait les chercher plus loin. Leur retraite était supposée dans les environs de Birmingham. En même temps, le manufacturier ne négligeait pas sa fabrique battue en brèche. Les réparations n'étaient pas difficiles. Le charpentier et le vitrier seuls suffisaient. Les émeutiers n'étant pas parvenus à entrer dans la place, ces chères machines n'avaient reçu aucun dommage. Pendant cette vie occupée, pendant que la sévère justice et les affaires demandaient toute son énergie et harassaient ses pensées, donnait-il un moment, consacrait-il un effort pour tenir allumé un feu plus doux que ceux qui brûlent dans le temple de Némésis? C'est ce qu'il était difficile de découvrir. Il allait rarement du côté de Fieldhead. S'il y allait, ses visites étaient brèves. S'il allait à la rectorerie, c'était seulement pour demeurer en conférence avec le recteur dans son cabinet. Pendant ce temps, l'histoire de l'année continuait à être troublée. Il n'y avait aucun calme dans la tempête de la guerre. Son long ouragan continuait à balayer le continent. Il n'y avait pas le plus léger signe de temps serein, aucune éclaircie à travers les nuages de la poussière et de la fumée des batailles. Aucune rosée bienfaisante ne tombait sur l'olivier. Aucune cessation de la pluie rouge qui nourrissait l'inutile et glorieux laurier. Pendant ce temps, la ruine avait ses sapeurs et ses mineurs à l'œuvre sous les pas de Moore, et soit qu'il fût à cheval ou à pied, soit qu'il traversât seulement son comptoir ou qu'il galopât sur le triste marais de Rushedge, il entendait un creux écho et sentait la terre trembler sous ses pas. Tandis que l'été se passait ainsi pour Moore, comment s'écoulait-il pour Shirley et Caroline? Visitons d'abord l'héritière. À qui ressemble-t-elle? À une fille abandonnée, pâle et se desséchant pour un infidèle amoureux.
Demeure-t-elle tout le jour assise et courbée sur quelque tâche sédentaire? A-t-elle continuellement un livre à la main ou un travail de couture sur son genou? Des yeux seulement pour cela? Des mots pour rien? Et des pensées qu'elle n'exprime pas? En aucune façon. Shirley est parfaitement bien. Elle n'a perdu ni l'air pensif de sa physionomie, ni son nonchalant sourire. Elle égaye le vieux et sombre manoir par sa présence. La galerie et les chambres qui aboutissent ont souvent retenti des joyeux échos de sa voix. Elle a accoutumé au frôlement de sa robe de soie le corridor sombre à une seule fenêtre, qu'elle traverse à chaque instant d'une chambre à l'autre, tantôt portant des fleurs dans le barbare salon fleurs de pêcher, tantôt entrant dans la salle à manger pour en ouvrir les fenêtres afin d'y laisser pénétrer les senteurs de la mignonnette et de l'églantier, d'autres fois portant au soleil, à la porte du porche, les plantes qui étaient sur la fenêtre de l'escalier. De temps à autre, elle prend son travail d'aiguille, mais par quelque fatalité, il ne lui arrive jamais d'y travailler pendant plus de 5 minutes de suite. À peine a-t-elle apprêté son dé et enfilé son aiguille, qu'une pensée soudaine l'appelle à l'étage supérieur. Peut-être pour chercher quelque étui à aiguille en ivoire, dont elle vient de se souvenir, ou une vieille boîte à ouvrage dont elle n'a aucun besoin, mais qui lui semble pour le moment indispensable. Peut-être pour arranger ses cheveux, ou remettre de l'ordre dans un tiroir qu'elle se rappelle avoir laissé le matin, dans un curieux état de confusion. Peut-être seulement pour regarder certaines vues, d'une certaine fenêtre d'où l'on découvre l'église et la rectorerie de Briarfield, agréablement ensevelies sous les arbres. À peine est-elle revenue et a-t-elle repris sa bande de batiste ou son canevas, que le grattement violent et le sifflement étranglé de Tartare se font entendre à la porte du porche, et il faut qu'elle coure lui ouvrir. Il fait très chaud, il revient pantelant. Il faut qu'elle le conduise à la cuisine, et qu'elle s'assure de ses propres yeux si sa cruche d'eau est remplie. À travers la porte ouverte de la cuisine, on aperçoit la cour, toute peuplée de coqs d'Inde et de leurs dindonneaux, de poules et de leurs poussins, d'oiseaux de Guinée au brillant plumage, et d'une riche variété de pigeons, les uns blancs, d'autres au col pourpré, d'autres bleus et couleur de cannelle. Spectacle irrésistible pour Shirley. Elle court à la panetterie prendre un petit pain qu'elle vient leur émietter sur les marches de l'escalier. Autour d'elle se pressent ardents et heureux ses sujets emplumés. John est à l'étable. Il faut qu'elle parle à John et qu'elle donne un coup d'œil à sa jument. Elle est en train de la caresser lorsque l'on amène la vache pour la traire. Cela est important. Il faut que Shirley reste et surveille toutes choses. Il y a peut-être quelques petits veaux ou quelques petits agneaux, des jumeaux peut-être, que leur mère rejette. Shirley se fait conduire auprès d'eux et se permet le plaisir de leur donner la nourriture de ses propres mains, sous la direction du soigneux John. Pendant cette opération, John émet ses doutes, touchant certaines questions d'agriculture, et sa maîtresse est obligée d'aller chercher son chapeau de paille et de l'accompagner en franchissant les barrières et longeant les haies, pour entendre sur place la conclusion de toute cette matière agriculturale. La brillante après-midi se change ainsi en douce soirée. Shirley revient à la maison un peu tard prendre le thé, et après le thé, elle ne coud jamais. Après le thé, Shirley lit, et elle est aussi tenace pour son livre qu'elle l'est peu pour son aiguille. Son cabinet d'études est le devant de la cheminée, son siège un tabouret, ou peut-être seulement le tapis, au pied de Mistress Prior. Là, elle avait coutume d'apprendre ses leçons lorsqu'elle était enfant, et les vieilles habitudes ont conservé sur elle une grande puissance. Tartare est toujours étendu à côté d'elle, son museau noir allongé sur ses pattes de devant, droite, forte et aussi grosse que celle d'un loup des Alpes. Une main de la maîtresse repose généralement sur la rude tête du cerf fidèle, qui se montre mécontent et gronde lorsqu'on la retire. L'esprit de Shirley est tout à son livre. Elle ne lève pas les yeux. Elle ne bouge ni ne parle, si ce n'est pour répondre brièvement et respectueusement à Mistress Prior, qui de temps à autre lui adresse des conseils sous forme de prières. « Ma chère, vous feriez mieux de ne pas avoir ce grand chien si près de vous. Il froisse tout le bord de votre robe. »« Oh, ce n'est que de la mousseline. J'en puis mettre une blanche demain. »« Ma chère, je voudrais vous voir prendre l'habitude de vous asseoir à une table lorsque vous lisez. »« J'essaierai quelques jours, madame, mais il est si bon de faire comme l'on a toujours fait. »« Ma chère, laissez-moi vous prier de quitter ce livre. Vous vous abîmez les yeux à la clarté douteuse de ce feu.
Pas le moins du monde, madame. Mes yeux ne sont jamais fatigués. À la fin, cependant, une pâle lumière venant de la fenêtre tombe sur la page. Shirley regarde, la lune est levée. Elle ferme le livre, se lève et parcourt la chambre. Son livre était peut-être bon. Il a rafraîchi, rempli, réchauffé son cœur. Le tranquille parloir, le foyer propre, la fenêtre par laquelle on découvre la douce reine des nuits radieuses sur son nouveau trône suffisent pour faire de la terre un Éden, de la vie un poème pour Shirley. Un calme et profond délice enflamme ses jeunes veines, délice sans trouble et sans mélange, qu'aucun pouvoir humain ne peut lui ravir, parce qu'aucun pouvoir humain ne le lui a accordé. Le pur don de Dieu à sa créature, le libre présent de la nature à son enfant. Cette joie lui donne un avant-goût de la vie des anges. Prenant son essor par des chemins verdoyants, par de joyeuses collines toutes de verdure et de lumière, elle atteint un point presque aussi élevé que celui d'où les anges regardaient le rêveur de Béthel. Et son œil scrute, son âme possède la vision de la vie telle qu'elle la désire. Non pas telle qu'elle la désire, elle n'a pas le temps de désirer. La gloire multiplie ses splendeurs plus rapidement que la pensée ne peut effectuer ses combinaisons, que l'aspiration ne peut formuler ses désirs. Shirley ne dit rien pendant cette extase. Elle est tout à fait muette. Mais si Mistress Prior lui adresse la parole, elle sort tranquillement et va continuer sa promenade dans l'obscure galerie de l'étage supérieur. Si Shirley n'était pas une indolente, une insouciante, une ignorante créature, elle prendrait la plume en de tels moments, ou du moins pendant que leur souvenir est frais dans son esprit. Elle saisirait, elle fixerait l'apparition, elle raconterait la vision révélée. Si elle avait dans la tête l'organe de l'acquisitivité un peu plus développé, un peu plus de l'amour de la propriété dans sa nature, elle prendrait une large feuille de papier et écrirait simplement, de son écriture singulière mais claire et lisible, l'histoire qui lui a été racontée, le chant qui a retenti à son oreille, et elle posséderait ainsi ce que son imagination a été capable de créer. Mais elle est paresseuse. Elle est insouciante et fort ignorante, car elle ne sait pas que ses rêves sont rares, ses sensations toutes particulières. Elle ne connaît pas, elle n'a jamais connu, et elle mourra sans connaître toute la valeur de cette précieuse source, dont le brillant et frais bouillonnement entretient dans son cœur une éternelle verdure. Shirley prend aisément la vie. Ce fait n'est-il pas écrit dans son œil ? Dans ses moments de bonne humeur, cet œil n'est-il pas aussi rempli de paresseuse douceur, que dans ses courts accès de colère il est rempli de feu ? Sa nature est dans son œil. Lorsqu'elle est calme, l'indolence, l'indulgence, la gaieté et la tendresse se lisent dans ce large globe gris. Qu'elle s'anime, un rouge éclair perce la rosée, il jette des flammes. Avant que le mois de juillet fût passé, Miss Kildare serait probablement partie avec Caroline pour le tour qu'elles avaient projeté. Mais précisément à cette époque, une invasion tomba sur Fieldhead. Une armée de touristes assiégea Shirley dans son château et la força de se rendre à discrétion. Un oncle, une tante et 2 cousines du Midi, M, Mistress et les 2 Mrs Simpson de Simpson Grove, vinrent lui rendre visite. Les lois de l'hospitalité lui firent un devoir de renoncer à son projet, ce qu'elle fit avec une facilité un peu surprenante pour Caroline, qui savait combien elle était prompte à agir et fertile en expédients, lorsqu'il s'agissait de faire triompher sa volonté. Miss Elstone lui exprima même son étonnement de la voir se soumettre si facilement. Elle répondit que de vieux sentiments avaient leur pouvoir. Elle avait passé 2 années de sa première jeunesse à Simpson Grove. Miss Elstone lui demanda quelle était son affection pour ses parents. Elle n'avait rien de commun avec eux, répliqua-t-elle. Le petit Harry Simpson, il est vrai, ne ressemblait nullement à ses sœurs, et elle avait eu autrefois une grande amitié pour lui, mais il ne venait pas dans le Yorkshire, du moins, pas encore. Le dimanche suivant, le banc d'honneur de l'église de Briarfield était occupé par un vieux gentleman, précieux et tiré à 4 épingles, qui rajustait ses lunettes et changeait de position toutes les 3 minutes. Une vieille lady à l'air calme et placide, habillée de satin brun, et 2 jeunes ladies modèles, dans une toilette modèle et une attitude modèle. Shirley avait l'air d'un cygne noir ou d'une corneille blanche au milieu de cette compagnie. Elle paraissait tout à fait déconcertée. Nous allons la laisser dans cette respectable société pour nous occuper de Miss Elstone. Séparée de Miss Kildare pour le présent,
car elle ne pouvait aller la chercher au milieu de ses parents, éloignée de Field Head par la commotion qu'avaient produite les nouveaux arrivés, Caroline se trouva de nouveau confinée à la sombre rectorerie, aux promenades solitaires dans les sentiers écartés. Elle passait ses longues et tristes après-midi, tantôt assise dans le tranquille parloir que le soleil quittait vers le milieu du jour, tantôt, immobile comme une statue, dans le bosquet du jardin où ses rayons brillants, quoique tristes, passant à travers les groseilliers, venaient dessiner des carrés et des losanges sur sa blanche robe d'été. Là, elle lisait de vieux livres pris dans la bibliothèque de son oncle. Les livres grecs et latins n'étaient d'aucun usage pour elle, et la collection de littérature légère qui avait appartenu à sa tante Mary n'avait rien de bien attrayant. Quelques vénérables magazines pour les dames, qui avaient autrefois accompli un voyage en mer avec leur maîtresse et avaient essuyé une tempête, et dont les pages étaient salies d'eau salée, quelques absurdes magazines méthodistes pleins de miracles, d'apparitions, d'avertissements surnaturels, de songes sinistres et de fanatisme furieux, les non moins folles lettres des morts aux vivants, de Mistress Elizabeth Rowe, quelques vieux classiques anglais. De ces fleurs flétries, Caroline avait dans son enfance extrait tout le miel, et elles étaient maintenant sans saveur pour elle. En manière de changement, et aussi pour faire le bien, elle se mettait à coudre, à confectionner des vêtements pour les pauvres sous la direction de Miss Henley. Quelquefois, lorsqu'elle sentait les larmes lui venir dans les yeux et qu'elle les voyait lentement tomber sur son ouvrage, elle se demandait comment l'excellente femme qui avait coupé et disposé cet ouvrage pouvait garder une sérénité si égale dans sa solitude. Jamais je ne trouve Miss Henley opprimée par le désespoir ou abattue par le chagrin, pensait-elle. Et cependant, son petit cottage est un triste endroit, et elle n'a ni brillante espérance, ni ami dans le monde. Je me rappelle néanmoins qu'elle m'a dit une fois avoir accoutumé ses pensées à tendre toujours vers le ciel. Elle convenait qu'il n'y avait jamais eu que peu de jouissance en ce monde pour elle. Je suppose qu'elle a dirigé ses espérances vers le bonheur de la vie future. Ainsi font les religieuses, dans leurs cellules fermées, avec leurs lampes de fer, leurs robes collantes comme un suaire, leur lit étroit comme un cercueil. Elle dit souvent qu'elle n'a aucune crainte de la mort, aucune terreur de la tombe. Pas plus sans doute que saint Siméon Stylite, en haut de sa terrible colonne, au milieu de la solitude sauvage. Pas plus que l'hindou fanatique, étendu sur sa couche de pointe de fer. Mais ceux-là, ayant violé les lois de la nature, avaient leurs sympathies et leurs antipathies naturelles renversées. Ils étaient arrivés à un état morbide. Je crains encore la mort, mais je crois que c'est parce que je suis jeune. La pauvre Miss Henley s'attacherait davantage à la vie, si la vie avait plus de charme pour elle. Dieu ne nous a certainement pas créés et ne nous a pas fait vivre pour que nous désirions continuellement la mort. Je crois intimement que nous avons été destinés à aimer la vie et à en jouir aussi longtemps qu'elle nous est donnée. Dieu, en nous donnant l'existence, n'a jamais entendu qu'elle soit cette chose pâle, inutile et languissante, qu'elle devient pour beaucoup, et pour moi en particulier. Personne, continua-t-elle, personne n'est à blâmer pour l'état dans lequel se trouvent les choses, autant du moins que je puis le voir, et je ne pourrais dire, après y avoir beaucoup réfléchi cependant, comment elle pourrait être améliorée. Mais je sens qu'il y a quelque chose de mal quelque part. Je crois que les femmes non mariées devraient avoir plus à faire, de plus intéressantes et surtout plus profitables occupations qu'elles n'en possèdent maintenant. Et lorsque je parle ainsi, je ne crois nullement offenser Dieu par mes paroles, je ne crois pas être impie ou impatiente, irreligieuse ou sacrilège. Ce qui me console du reste, c'est de penser que Dieu a compassion de bien des douleurs et entend bien des soupirs, auxquels les hommes ferment leurs oreilles ou qu'ils regardent avec un air de mépris impuissant. Je dis impuissant, car je vois qu'aux peines que la société ne peut guérir, elle défend ordinairement de s'exprimer, sous peine de son mépris. Ce mépris est une espèce de manteau de clinquant qui recouvre sa faiblesse difforme. Les gens n'aiment pas qu'on leur rappelle des maux qu'ils ne peuvent ou ne veulent guérir, car le sentiment de leur propre incapacité ou de l'obligation où ils sont de faire des efforts qui ne leur plaisent pas trouble leur quiétude et leur satisfaction d'eux-mêmes. Les vieilles filles, comme les pauvres sans asile et sans travail,
ne doivent demander ni une place, ni une occupation dans la société. Cela trouble les heureux et les riches. Cela trouble les parents. Voyez les nombreuses familles de filles du voisinage, les Armitage, les Birtwistle, les Sykes. Les frères de ces filles ont tous un commerce et une profession. Ils ont quelque chose à faire. Leurs sœurs n'ont aucun emploi terrestre, si ce n'est le soin de la maison et la couture. Aucun plaisir terrestre, si ce n'est d'improfitables visites. Aucune espérance dans toute la vie à venir, de rien de meilleur. Cet état de stagnation fait décliner rapidement leur santé. Elles ne sont jamais bien portantes, et leur esprit et leurs idées se rétrécissent prodigieusement. Le grand désir, le seul but de chacune d'elles est d'être mariée. Mais le plus grand nombre ne le seront jamais. Elles mourront comme elles vivent maintenant. Elles passent leur vie à dresser des plans et à tendre des pièges pour attraper des maris. Les gentlemen les tournent en ridicule. Ils n'ont pas besoin d'elles et ne font d'elles aucun cas. Ils disent, je les ai entendus plusieurs fois le dire avec un rire moqueur, que le marché matrimonial est encombré. Les pères disent la même chose et se mettent en colère lorsqu'ils remarquent les manœuvres de leurs filles. Ils leur ordonnent de demeurer à la maison. Que veulent-ils qu'elles fassent à la maison? Si vous le demandez, ils répondent coudre et faire la cuisine. Ils attendent qu'elles fassent cela, et cela seulement, de bon cœur, régulièrement, sans aucune plainte, pendant toute leur vie, comme si elles n'avaient aucun germe de faculté pour rien d'autre chose. Doctrine aussi raisonnable à soutenir que celle qui prétendrait que les pères n'ont aucune faculté pour manger la cuisine que font leurs filles, ou porter les vêtements qu'elles cousent. Est-ce que les hommes pourraient vivre ainsi, eux-mêmes? Ne seraient-ils pas bientôt fatigués? Et lorsqu'ils ne recevraient aucun soulagement dans leur fatigue, mais seulement des reproches à sa moindre manifestation, est-ce que leur fatigue ne finirait pas par se changer avec le temps, en frénésie? Lucrèce, filant à minuit au milieu de ses suivantes, et la femme vertueuse de Salomon, sont souvent cités comme les modèles de ce que le sexe, comme ils disent, devrait être. Je n'en sais rien. Lucrèce, j'ose le dire, était une fort digne sorte de personne, ressemblant beaucoup à ma cousine Hortense Moore, mais elle faisait veiller ses servantes fort tard. Je n'aurais pas aimé être au nombre de ses filles. Hortense se conduirait absolument de même envers moi et Sarah, si elle le pouvait, et nous ne pourrions le souffrir ni l'une ni l'autre. La femme vertueuse avait toute sa maison sur pied à minuit, elle servait le déjeuner avant 1 heure du matin, mais elle avait autre chose à faire que de filer et de distribuer des portions. Elle était manufacturière, elle fabriquait de la toile et la vendait. Elle s'occupait d'agriculture, elle achetait des domaines et plantait des vignes. Cette femme était une ménagère. C'était ce que nos matrones appellent une femme habile. En somme, je la préfère de beaucoup à Lucrèce, mais je crois que ni M. Armitage ni M. Sykes n'eussent eu l'avantage sur elle dans un marché. Cependant, je l'aime. La force et l'honneur étaient ses vêtements. Elle possédait la confiance de son époux. La sagesse parlait par sa bouche. Sur sa langue était la loi de douceur. Ses enfants croissaient en la bénissant. Son mari aussi chantait ses louanges. Roi d'Israël, votre modèle de la femme est un admirable modèle. Mais sommes-nous de nos jours élevés pour lui ressembler? Hommes du Yorkshire, vos filles atteignent-elles à ce royal modèle? Pouvez-vous leur donner un champ dans lequel leurs facultés puissent s'exercer et se développer? Hommes d'Angleterre, regardez vos pauvres filles, dont beaucoup s'étiolent autour de vous, dévorées par la consomption, ou ce qui est pire, dégénérant en aigres vieilles filles, envieuses, médisantes, misérables, parce que la vie est pour elles un désert, et ce qui est le pire de tout, réduites à chercher par la coquetterie et de méprisables artifices à gagner par le mariage cette position que l'on refuse au célibat. Père de famille, ne pouvez-vous changer cet état de choses? Non, peut-être tout à coup, mais examinez sérieusement ce sujet lorsqu'il vous sera soumis. Recevez-le comme un thème digne de considération. Ne le rejetez pas avec une sotte plaisanterie ou une insulte indigne d'un homme. Vous voudriez être fiers de vos filles et non rougir d'elles. Cherchez-leur alors une occupation et un intérêt qui en puisse faire autre chose que des coquettes ou des médisantes. Tenez enchaîner l'intelligence de vos filles. Elles seront pour vous une plaie
un souci, un opprobre. Cultivez-la. Donnez-leur un but et une occupation. Elles seront vos gaies compagnes dans la santé, vos plus tendres gardes dans la maladie, vos plus fidèles soutiens dans la vieillesse. Chapitre 22. Une soirée dehors. Par un beau jour d'été que Caroline avait passé entièrement seule, son oncle étant à Winbury, et dont les longues heures brillantes, calmes et sans nuages avaient été pour elle aussi désolées que si elles eussent passé sur sa tête dans les solitudes sans trace et sans ombre du Sahara, au lieu de s'écouler dans le jardin fleuri d'une maison anglaise, elle était assise dans l'alcôve, son travail sur ses genoux, ses doigts poussant assidûment l'aiguille, ses yeux suivant et réglant leurs mouvements, et son cerveau travaillant sans relâche. Quand Fanny vint à la porte, regarda autour d'elle, sur la pelouse et sur les plates-bandes, et n'apercevant pas celle qu'elle cherchait, appela à voix haute. « Miss Caroline ?» Une voix faible répondit. « Fanny ?» Cette voix venait de l'alcôve, et Fanny se dirigea à la hâte de ce côté, tenant à la main un billet qu'elle remit entre des doigts qui semblaient avoir à peine la force de le tenir. Miss Elstone ne demanda point d'où venait ce billet, et ne le regarda même pas. Elle le laissa tomber au milieu des plis de son travail. « C'est Harry, le fils de Joe Scott, qui l'a apporté, » dit Fanny. Cette fille n'était pas une enchanteresse et ne connaissait aucune parole magique. Et cependant, ce qu'elle venait de dire eut un effet presque magique sur sa jeune maîtresse. Elle leva la tête avec le rapide mouvement d'une sensation qui se réveille. Elle lança à Fanny un regard non languissant, mais animé et interrogateur. « Harry Scott ? Qui l'a envoyé ? Il est venu de Hollow. » Le billet qu'elle avait laissé tomber fut ramassé avidement. Le cachet fut brisé. Il fut lu en 2 secondes. C'était un mot affectueux d'Hortense, qui informait sa cousine qu'elle était de retour de Wormwood Wells, qu'elle était toute seule ce jour-là, Robert étant allé au marché de Winbury, que rien ne lui pourrait donner un plus grand plaisir que de prendre le thé en compagnie de Caroline. Et ajoutait la bonne dame, elle était sûre que ce changement ne pouvait qu'être agréable et avantageux à Caroline, qui devait tristement sentir le besoin d'un guide sûr et d'une société utile à son éducation, depuis que la mésintelligence survenue entre Robert et M. Elstone l'avait séparée de sa meilleure amie, Hortense Gérard Moore. Dans un post-scriptum, elle lui commandait de mettre son chapeau et d'accourir auprès d'elle. Caroline n'avait pas besoin de l'injonction. Ce fut avec plaisir qu'elle mit de côté le vêtement d'enfant qu'elle confectionnait pour la corbeille des Juifs, et qu'elle se hâta de monter à sa chambre pour couvrir ses cheveux bouclés d'un chapeau de paille, et jeter autour de ses épaules la légère écharpe de soie noire dont la simple draperie faisait ressortir l'élégance de sa taille, de même que sa sombre couleur s'harmoniait avec la simplicité de ses vêtements et avec la gentillesse de son visage. Elle était contente de se soustraire pour quelques heures à la solitude, à la tristesse, au cauchemar de sa vie, de descendre en courant la pente verdoyante qui conduisait à Hollow, de respirer le parfum des fleurs des haies, plus suave que celui du lys ou de la rose moussue. À la vérité, elle savait que Robert n'était point au cottage, mais c'était un plaisir pour elle d'aller où il avait récemment été, après avoir été séparée de lui pendant si longtemps, voir seulement sa maison, entrer dans la chambre qu'il avait quittée le matin même, lui paraissait presque une réunion. Cette illusion la faisait revivre. Elle sentait battre son cœur, et la brise qui soufflait doucement sous ce ciel bleu d'été semblait lui murmurer à l'oreille. « Robert peut rentrer, pendant que vous serez encore chez lui, et alors vous pourrez lui donner votre main. Peut-être, pendant 1 minute, vous pourrez vous asseoir à son côté. »« Silence !» dit-elle sévèrement à son imagination. Mais elle aimait la consolatrice et la consolation. Miss Moore aperçut probablement de la fenêtre, à travers les buissons touffus du jardin, la robe blanche de Caroline, car elle alla au-devant d'elle jusqu'à la porte extérieure du cottage. Elle se tenait droite, roide et flegmatique comme de coutume. Elle ne se permit aucun empressement, aucune vive démonstration de joie qui pût compromettre la dignité de sa démarche. Mais elle sourit en voyant le plaisir qu'éprouvait son élève, en recevant ses embrassements chaleureux et tendres. Elle la conduisit affectueusement à l'intérieur, à moitié trompée,
et tout à fait flatté. À moitié trompé, car s'il n'en eût pas été ainsi, elle l'aurait probablement poussé dehors au lieu de la faire entrer. Si elle avait su pour qui était la plus forte de la joie enfantine que montrait Caroline, Hortense eût été très probablement choquée et irritée. Les sœurs n'aiment pas que de jeunes filles soient amoureuses de leurs frères. Quelle que soit l'affection fraternelle qu'elles ont pour eux, elles ne peuvent les aimer d'amour, et elles éprouvent un pénible sentiment à la pensée que d'autres les aiment. Le premier mouvement qu'excite chez elles une pareille découverte, comme chez beaucoup de parents lorsqu'ils s'aperçoivent que leurs enfants aiment, est un sentiment d'impatience et de mépris. La raison, s'ils sont raisonnables, corrige avec le temps cette fausse impression. Mais s'ils ne le sont pas, elle subsiste toujours, et la fille ou la belle-fille demeure jusqu'à la fin l'objet de leur aversion. Vous avez dû vous attendre à me trouver seule, d'après le contenu de ma lettre, dit Miss Moore en conduisant Caroline au parloir. Mais je l'ai écrite ce matin. Depuis le dîner, il m'est arrivé de la compagnie. Et, ouvrant la porte, elle permit d'apercevoir une ample étendue de jupe cramoisie, couvrant entièrement la chaise à bras placée au coin du feu. Et au-dessus de ces jupes, présidant avec dignité, un bonnet plus imposant qu'une couronne. Ce bonnet n'était jamais arrivé au cottage sous un chapeau. Non. Il avait été apporté dans un vaste sac, ou plutôt un ballon de soie noire de moyenne grandeur tendu avec des baleines. La garniture du bonnet se développait sur une largeur d'un quart d'aune autour de la tête qui le portait. Le ruban, qui s'étalait en nœuds et en étoffe autour de la tête, était ce que l'on appelait alors du ruban d'amour. Il y en avait une grande quantité, je puis dire une très grande quantité. Le bonnet et la robe étaient portés par Mistress York, et tous deux lui convenaient parfaitement. La noble lady était venue amicalement prendre le thé avec Miss Moore. C'était presque une faveur aussi grande et aussi rare que si la reine allait, sans y être invitée, dîner à la fortune du pot avec un de ses sujets. Mistress York ne pouvait donner à Miss Moore une plus haute marque de distinction, elle qui, en général, méprisait les visites et les thés, et stigmatisait de l'épithète de « commère » toutes les filles et les patronnes du voisinage. Il n'y avait pas à s'y tromper cependant. Miss Moore était l'objet de sa prédilection. Elle l'avait fait voir plus d'une fois, soit en s'arrêtant pour lui parler le dimanche à l'église, soit en l'invitant presque cordialement à aller à Briarmans, et ce jour-là même, en poussant la condescendance jusqu'à lui faire personnellement une visite. La raison qu'elle se donnait à elle-même de cette préférence était que Miss Moore était une femme d'un caractère ferme et digne, qui ne montrait jamais la moindre légèreté dans sa conversation ni dans sa démarche. Et aussi, qu'étant étrangère, elle avait besoin d'une amie pour la soutenir. Elle aurait pu ajouter que son air simple, ses vêtements sans recherche, ses manières flegmatiques et peu attrayantes étaient pour elle autant de recommandations additionnelles. Il est certain au moins que les ladies remarquables pour les qualités opposées, la beauté, l'air gai, le goût et l'élégance de leur mise, n'avaient pas souvent l'approbation de Mistress York. Tout ce que les hommes ont coutume d'admirer chez les femmes, Mistress York le condamnait. Tout ce qu'ils méprisent ou dédaignent, elle le patronnait. Caroline s'avança vers la matrone avec un certain sentiment de défiance. Elle savait peu de choses de Mistress York, et comme nièce d'un recteur, elle était inquiète sur l'accueil qui lui était réservé. Cet accueil fut très froid, et elle s'empressa de cacher sa déconvenue en se détournant pour ôter son chapeau. Puis, lorsqu'elle se fut assise, elle ne fut pas fâchée de se voir immédiatement accostée par une petite fille en robe bleue, qui s'élança comme une petite fée du pied de la chaise de la grande dame, où elle se tenait assise sur un tabouret, dérobée à la vue par les plis de la vaste robe rouge, et courant vers Miss Elstone, lui jeta sans façon ses bras autour du cou et lui demanda un baiser. « Ma mère n'a pas été polie pour vous, » dit-elle en recevant et rendant un souriant salut. « Et Rose que voilà ne fait nulle attention à vous, c'est leur habitude. Si au lieu de vous, un ange aux blanches ailes, avec une couronne d'étoiles, était entré dans cette chambre, ma mère eût fait un roi de salut, et Rose n'eût pas levé du tout la tête. Mais je serai votre amie, je vous ai toujours aimé. » « Jessie, réprimez votre langue et retenez votre familiarité, » dit Mistress York. « Mais ma mère, vous êtes si froide » s'écria Jessie.
Miss Elstone ne vous a jamais fait de mal. Pourquoi ne seriez-vous pas aimable pour elle? Vous êtes si roide, votre regard est si froid, votre parole si sèche. Pourquoi? C'est absolument de cette manière que vous traitez Miss Shirley Kildare et toutes les jeunes ladies qui viennent dans notre maison. Et Rose, que voilà, est d'une telle haute... J'ai oublié le mot, mais il signifie une machine sous la forme d'un être humain. À vous deux, cependant, vous feriez fuir tout le monde de Briarmans. Oh, Martin dit souvent cela. Je suis une automate? Bon, laissez-moi tranquille alors, dit Rose, du petit coin où elle était assise sur le tapis, au pied d'une petite bibliothèque, avec un livre ouvert sur ses genoux. Miss Elstone, comment vous portez-vous? Ajouta-t-elle en dirigeant un instant son regard vers cette dernière, puis reportant ses beaux yeux gris sur le livre qu'elle dévorait. Caroline tourna les yeux vers elle, contemplant sa contenance absorbée et observant, à mesure qu'elle lisait, un certain mouvement de sa bouche, mouvement plein de caractère. Caroline avait du tact, elle était douée d'un instinct remarquable. Elle sentait que Rose était une enfant peu ordinaire, elle savait comment la prendre. S'approchant doucement, elle s'agenouilla sur le tapis à côté d'elle et regarda sur son livre par-dessus sa petite épaule. C'était un roman de Mistress Radcliffe, l'italien. Caroline lut avec elle, sans faire aucune remarque. Arrivée au bas de la page, Rose eut l'attention de lui demander, avant de tourner le feuillet, « Êtes-vous prête ?» Caroline fit seulement un signe de tête affirmatif. « Aimez-vous ce livre ?» demanda Rose un instant après. « Il y a longtemps, lorsque je le lisais étant enfant, il m'intéressait prodigieusement. Pourquoi ? Il semblait m'ouvrir la promesse, me donner le pressentiment d'un étrange roman à parcourir. Et en le lisant, il vous semble être loin de l'Angleterre, sous un autre ciel, le ciel d'Italie, ce ciel bleu du midi décrit par les voyageurs. Cela vous impressionne, Rose ? Cela me fait soupirer après les voyages, Miss Elstone. Quand vous serez femme, peut-être serez-vous à même de satisfaire votre désir. J'entends bien en trouver le moyen, si on ne me le donne pas. Je ne puis toujours demander à Briarfield. Le monde entier n'est pas très grand, comparé à l'ensemble de la création. Il faut au moins que je voie l'extérieur de notre ronde planète. Quelle partie ? D'abord l'hémisphère dans lequel nous vivons, puis l'autre. Je veux que ma vie soit réellement ma vie, non une noire extase, comme celle du crapaud enterré dans un bloc de pierre, non une mort lente, comme la vôtre, dans la rectorerie de Briarfield. Comme la mienne. Que voulez-vous dire, enfant ? N'est-ce pas une longue et ennuyeuse mort que d'être pour toujours enfermé dans cette triste maison, que je prends, toutes les fois que je passe auprès, pour un tombeau auquel on aurait ouvert des fenêtres ? Je ne vois jamais aucun mouvement autour de la porte, jamais aucun bruit ne s'échappe de ses murs, je crois que jamais fumée n'est sortie de ses cheminées. Que faites-vous là ? Je couds, je lis, j'apprends des leçons. Êtes-vous heureuse ? Serais-je plus heureuse d'errer seule dans des pays étrangers comme vous voudriez le faire ? Beaucoup plus heureuse, même lorsque vous ne feriez autre chose que d'errer. Souvenez-vous cependant que j'aurais un objet en vue, mais ne fissiez-vous que d'aller devant vous et toujours devant vous, comme certaines ladies enchantées d'un conte de fées. Vous pourriez être plus heureuse que maintenant. Dans votre marche d'un jour, vous traverseriez des montagnes, des bois, des cours d'eau, changeant perpétuellement d'aspect. Soit que le soleil répande ou non sur eux ses rayons, soit que le temps soit pluvieux ou beau, sombre ou clair. Rien ne change dans la rectorerie de Briarfield. Le plâtre du plafond de votre parloir, les papiers des murs, les rideaux, les tapis, les chaises sont toujours les mêmes. Est-ce que le changement est nécessaire au bonheur ? Oui. Est-ce qu'il lui est synonyme ? Je ne sais, mais pour moi la monotonie et la mort sont presque la même chose. Ici, Jessie prit la parole. « Est-ce qu'elle n'est pas un peu folle ?» demanda-t-elle. « Mais Rose, » continua Caroline, « je crains que cette vie de course perpétuelle ne finisse, pour moi du moins, comme le roman que vous lisez, par le désappointement, la déception, l'irritation d'esprit. Est-ce que l'italien finit ainsi ? C'était ma pensée lorsque je le lus. Mieux vaut essayer de toutes choses et les trouver vides, que de ne rien essayer et mener une vie nulle.
Agir ainsi, c'est commettre le péché de ce serviteur, qui, méprisable fainéant, enterra le talent que son maître lui avait confié. Rose, interrompit mistress York, la satisfaction solide ne s'obtient que par l'accomplissement de ses devoirs. Très bien, ma mère. Et si mon maître m'a confié 10 talents, mon devoir est de les faire fructifier, afin qu'ils en produisent 10 autres, et non d'enterrer l'argent dans la poussière de mes tiroirs. Je ne le déposerai pas dans une théière ébréchée, pour le renfermer au milieu des tasses et des pots dans l'armoire à porcelaine. Je ne le confierai pas à votre table à ouvrage, pour être étouffé sous une pile de bas de laine. Je ne l'emprisonnerai pas dans l'armoire à linge, parmi les draps, et encore bien moins ma mère. Elle se leva à ces mots, de dessus le plancher. Encore bien moins le cacherai-je dans une terrine de pommes de terre froides pour être rangé avec le pain, le beurre, la pâtisserie et le jambon sur les rayons du garde-manger. Elle s'interrompit un instant, puis continua. Mère, le Seigneur qui nous a donné à chacun nos talents reviendra un jour et nous demandera compte à tous de ce que nous en aurons fait. La théière ébréchée, le vieux bas, le lambeau de toile, la vieille terrine rendront leur stérile dépôt dans beaucoup de maisons. Permettez au moins à vos filles de confier leur argent au banquier, ainsi qu'à la venue du maître, elles puissent le lui rendre avec usure. Rose, avez-vous apporté votre patron à marquer, comme je vous l'avais dit? Oui, mère. Asseyez-vous, et faites une rangée de marques. Rose s'assit immédiatement et fit ce qui lui était ordonné. Après une pause de 10 minutes, sa mère lui demanda. « Est-ce que vous vous trouvez opprimée maintenant? Est-ce que vous vous regardez comme une victime? »« Non, mère. » Cependant, autant que je puis comprendre votre tirade, c'est une protestation contre toute occupation féminine et domestique. Vous l'avez mal interprétée, mère. Je serais fâchée de ne pas apprendre à coudre. Vous avez raison de m'enseigner la couture et de me faire travailler. Même au raccommodage des bas de votre frère et à la confection des draps de lit? Oui. Pourquoi crier et vous insurger contre cette occupation, alors? Est-ce que je ne dois faire que cela? Je ferai cela, et puis autre chose encore. Maintenant, mère, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai 12 ans, et jusqu'à ce que j'en ai 16, je ne parlerai plus de talent. Pour 4 années encore, je me fais votre industrieuse apprentie dans tout ce que vous voudrez m'enseigner. Vous voyez ce que sont mes filles, Miss Elstone, dit mistress York. Quelle précoce sagesse dans leur volonté. J'aimerais mieux ceci, je préfère cela. Tel est le refrain de Jessie, pendant que Rose, d'un ton plus hardi, s'écrie « Je veux et je ne veux pas ». Je donne une raison, mère. De plus, si ma parole est hardie, je ne la fais entendre qu'une fois par an. Vers chaque anniversaire de ma naissance, l'esprit me pousse à rendre un oracle touchant mon éducation et la manière de me diriger. Je le prononce et ne le répète pas. C'est à vous, mère, de récolter ou de fermer l'oreille. Je conseillerais aux jeunes ladies, poursuivit mistress York, d'étudier le caractère des enfants qu'elles peuvent rencontrer avant de se marier, et de bien considérer si elles aimeraient à se charger de la responsabilité de guider les insouciants, du travail de persuader les entêtés, et du fardeau continuel de former et d'instruire les meilleurs. Mais, avec l'amour maternel, cela ne peut être bien difficile, dit Caroline. Les mères aiment leurs enfants plus tendrement qu'elles-mêmes. Joli langage, très sentimental. La partie rude et pratique de la vie est encore à venir pour vous, jeune miss. Mais mistress York, si je prends un petit enfant entre mes bras, l'enfant d'une pauvre femme par exemple, je sens que j'aime cette pauvre petite créature d'une façon toute particulière, bien que je ne sois pas sa mère. Je ferais volontiers tout pour lui s'il était confié entièrement à mes soins, s'il dépendait absolument de moi. Vous sentez? Oui. Oui, je le vois. Vous vous laissez beaucoup conduire par vos sentiments, et vous vous considérez sans doute comme une personne très impressionnable et très raffinée. Savez-vous qu'avec toutes ces idées romanesques, vous êtes arrivé à donner à vos traits une expression rêveuse qui convient mieux à une héroïne de roman qu'à une femme qui doit faire son chemin dans le monde réel, par la puissance du sens commun? Non, je n'ai aucune idée de cela, mistress York. Regardez dans la glace qui se trouve derrière vous. Comparez ce visage qui y est reflété avec celui d'une laitière qui se lève de bonne heure et travaille rudement. Mon visage est pâle.
Mais il n'est point sentimental, et beaucoup de laitières, quelque colorées et robustes qu'elles soient, sont moins capables que moi de faire leur chemin dans le monde. Je pense davantage et plus correctement que ne le font en général les laitières. Donc, dans les circonstances où souvent, par défaut de réflexion, elles agiraient mal, moi, au moyen de la réflexion, j'agirais judicieusement. Ah! Non! Vous seriez influencé par vos sentiments. Vous seriez guidé par leur impulsion. Certainement. Je serais souvent influencé par mes sentiments. Ils m'ont été donnés pour cette fin. Ce que mes sentiments m'enseignent à aimer, je dois les aimer, et je les aimerai. Et j'ai l'espoir que, si jamais j'ai un époux et des enfants, mes sentiments me porteront à les aimer. J'espère dans ce cas que leur impulsion me poussera fortement à aimer. Caroline éprouvait du plaisir à dire cela avec emphase. Elle avait du plaisir à oser le dire en présence de mistress York. Elle se mettait peu en peine de l'injuste sarcasme qu'elle pouvait s'attirer en réponse. Elle rougit, non de colère mais d'excitation, quand la matrone répondit froidement. « Ne gaspillez pas vos effets dramatiques. Cela a été très bien dit, et c'est très beau. Mais c'est le perdre que de le dire devant deux femmes, une vieille femme et une vieille fille. Il aurait fallu que quelque gentleman marié fût présent. Est-ce que M. Robert ne serait pas quelque part par là, caché derrière un rideau? Qu'en pensez-vous, Miss Moore ?» Hortense, qui pendant la principale partie de la conversation était demeurée à la cuisine, surveillant la préparation du thé, n'avait pas encore tout à fait saisi le sens de la conversation. Elle répondit d'un air étonné que Robert était à Winbury. Mistress York rit, de son rire particulier. « Simple Miss Moore, dit-elle d'un ton protecteur. C'est bien digne de vous d'interpréter ma question si littéralement et d'y répondre si simplement. Votre esprit ne comprend rien à l'intrigue. D'autres choses peuvent se passer autour de vous sans que vous en soyez plus sage. Vous n'êtes pas de celles que l'on peut appeler clairvoyantes. » Ces compliments équivoques ne semblèrent pas faire plaisir à Miss Moore. Elle se redressa, fronça ses noirs sourcils, mais parut toujours étonnée. « J'ai toujours été, depuis mon enfance, citée pour ma sagacité et mon discernement, » répondit-elle, car elle se piquait tout particulièrement de posséder ces qualités. « Vous n'avez jamais intrigué pour gagner un mari, j'en suis sûre, » poursuivit mistress York, « et vous n'avez pas le bénéfice de l'expérience personnelle pour vous aider à découvrir les intrigues des autres. » Caroline ressentit ce bienveillant langage où la bienveillante mistress York voulait qu'elle le ressentît dans son cœur. Elle ne pouvait même pas parer les flèches. Elle se trouvait sans défense pour le moment. Répondre c'eût été avouer que le coup avait porté juste. Mistress York éprouvait du plaisir à la voir là, assise, les yeux baissés, les joues brûlantes, et exprimant par son attitude abattue et par un tremblement qu'elle ne pouvait réprimer toute l'humiliation et le chagrin qu'elle éprouvait. Cette étrange femme avait une antipathie naturelle pour les caractères timides et impressionnables, les tempéraments nerveux. Une jolie, délicate et jeune figure n'était rien moins qu'un passeport auprès de son affection. Rarement elle rencontrait ces qualités qu'elle détestait réunies dans la même personne. Plus rarement encore, elle trouvait cette personne à sa merci, et dans des circonstances où elle pouvait l'écraser, sans pitié. Cet après-midi, elle se trouvait tout spécialement bilieuse et morose. Elle fit une nouvelle charge. « Votre cousine Hortense est une excellente sœur, Miss Elstone. Les ladies qui viennent au cottage de Hollow pour essayer de la chasse au mari peuvent, par un artifice très peu habile, cajoler la maîtresse de la maison et avoir tout le gibier dans leurs propres mains. Vous aimez la société de votre cousine, Miss ? » « Hortense a toujours été très aimable pour moi. » « Une sœur qui a un frère célibataire est toujours trouvée aimable par ses amis à marier. »« Mistress York, » dit Caroline, levant lentement ses yeux, dont la prunelle bleue brillait maintenant d'un éclat ferme et vif, en même temps que ses joues avaient repris leur pâleur habituelle. « Mistress York, puis-je vous demander ce que vous entendez par là ? » « Vous donnez une leçon sur la culture de la rectitude. Vous donnez le dégoût de l'artifice et du faux sentimentalisme. »« Ai-je besoin de cette leçon ? » Un grand nombre de nos jeunes ladies modernes en ont besoin.
Vous êtes tout à fait une jeune lady moderne, maladive, délicate, professant l'amour de la solitude, ce qui implique, je suppose, que vous trouvez peu de choses dignes de vos sympathies dans le monde ordinaire. Le monde ordinaire, les simples et honnêtes gens, sont meilleurs que vous ne le pensez, bien meilleurs que n'importe quelle liseuse de livres et faiseuse de romans, qui montre à peine son nez sur le mur du jardin de son oncle, le recteur. Et que par conséquent vous ne connaissez pas. Excusez-moi, et vraiment, il m'importe peu que vous m'excusiez ou non. Vous m'avez attaqué, sans provocation. Je me défendrai sans apologie. Vous ignorez la nature de mes relations avec mon cousin et ma cousine. Dans un accès d'humeur chagrine, vous avez essayé de les empoisonner par de gratuites insinuations, qui sont plus artificieuses et plus fausses que tout ce dont vous pouvez justement m'accuser. Que je sois pâle et que je paraisse quelquefois défiante, ce n'est pas votre affaire. Que j'aime les livres et que je déteste les vulgaires commérages, cela vous regarde encore moins. Pour ce qui est d'être une faiseuse de romans, c'est pure conjecture de votre part. Ce n'est pas un crime d'être la nièce d'un recteur, quoique vous puissiez avoir l'esprit assez étroit pour le croire. Vous ne m'aimez pas. Vous n'avez aucune juste raison de me haïr. En conséquence, gardez pour vous l'expression de votre haine. Si jamais à l'avenir il vous arrive de la manifester, je vous répondrai peut-être avec moins de réserve que je ne viens de le faire. Elle se tut et s'assit, pâle et calme. Elle avait parlé de son ton le plus clair, ni vite, ni haut, mais le son argenté de sa voix vibrait aux oreilles. Le courant qui circulait dans ses veines était aussi rapide qu'il était peu apparent. Mistress York ne s'irrita pas à ce reproche, formulé avec une sévérité si simple, dicté par une fierté si calme. Se tournant froidement vers Miss Moore, elle dit avec un signe de tête approbateur: « Après tout, elle a du cœur. Parlez toujours aussi honnêtement que vous venez de le faire, » continua-t-elle, « et vous vous en trouverez bien. » « Je repousse une recommandation si offensante, » répondit Caroline, du même ton et avec le même regard que précédemment. « Je rejette un conseil empoisonné par l'insinuation. C'est mon droit de parler comme je le crois convenable. Bien loin de toujours parler comme je viens de le faire, je ne me permettrai jamais avec personne un ton si sévère, un tel langage, sinon pour répondre à une insulte non provoquée. »« Mère, vous avez trouvé votre égale, » dit la petite Jessie, que cette scène paraissait grandement édifier. Rose avait entendu le tout sans faire paraître la moindre émotion. Elle dit: « Non, Miss Elstone n'est pas l'égale de ma mère, car elle se fâche. Ma mère la réduirait en quelques semaines. Shirley Kildare se contient mieux. Mère, vous n'avez jamais pu blesser Miss Kildare. Sous ses vêtements de soie, elle porte une armure que vous ne pouvez pénétrer. » Mistress York se plaignait souvent que ses enfants étaient mutins. Chose étrange, avec toute sa rigueur et sa force de caractère, elle ne pouvait acquérir sur eux aucune autorité. Un regard de leur père avait plus d'influence sur eux qu'une réprimande de leur mère. Miss Moore, à laquelle la position de témoin dans une altercation où elle ne prenait aucune part déplaisait beaucoup, rassemblant sa dignité, se préparait à prononcer un discours pour prouver à chacune des parties qu'elle avait tort, qu'elle devait rougir d'elle-même et se soumettre humblement au sens supérieur de celle qui s'adressait alors à elle. Heureusement pour son auditoire, elle n'avait pas parlé plus de 10 minutes, que l'entrée de Sarah avec le service à thé appela son attention. D'abord sur le fait que cette demoiselle avait un peigne doré dans ses cheveux et un collier rouge autour du cou, et ensuite sur le devoir de faire le thé. Après le repas, Rose la remit en belle humeur en lui demandant une chanson, puis en l'engageant dans une intelligente et vive conversation sur l'art de jouer de la guitare et la musique en général. Jessie, pendant ce temps, dirigeait ses assiduités vers Caroline. Assise à ses pieds sur un tabouret, elle lui parla d'abord religion, puis politique. Jessie avait coutume à la maison d'écouter avidement ce que son père disait sur ces sujets, puis ensuite, en compagnie, de débiter avec plus de facilité que de jugement ou de discrétion ses opinions, ses antipathies ou ses préférences. Elle reprocha vivement à Caroline d'être membre de l'Église établie et d'avoir un oncle ecclésiastique. Elle lui apprit qu'elle vivait à la charge du pays, et qu'elle ferait mieux de travailler pour vivre honnêtement que de passer une vie oisive et de manger le pain de la paresse sous forme de dîmes.
Ensuite, Jessie passa en revue le ministère alors au pouvoir. Elle fit une mention particulière de Lord Castlereagh et de M. Percival. Elle orna chacun d'un caractère qui eût pu séparément convenir à Moloch et à Bélial. Elle dénonça la guerre comme un meurtre en grand et Lord Wellington comme un boucher mercenaire. Caroline écoutait avec une édifiante attention. Il était très comique d'entendre ce vigoureux petit jacobin, enfermé dans une robe de mousseline, répéter les récriminations de son père dans son nerveux dialecte dorique. N'étant pas méchante par sa nature, son langage n'était pas si amer qu'il était fort, et sa petite figure expressive donnait à chaque phrase un piquant qui captivait l'intérêt de celle qui l'écoutait. Caroline la gronda lorsqu'elle dit du mal de Wellington, mais elle écouta avec plaisir la tirade suivante sur le prince régent. Jessie vit bientôt à l'éclat des yeux de son interlocutrice, au sourire qui se jouait sur ses lèvres, qu'enfin elle avait abordé un sujet qui lui plaisait. Plus d'une fois, elle avait entendu parler à la table de son père du gras Adonis de 50 ans, et elle répétait les commentaires de M. York sur ce thème aussi bien que ce dernier lui-même eût pu le faire. Mais Jessie, je n'écrirai pas un mot de plus sur vous. Je trace ces lignes par un soir d'automne, froid et sombre. Il n'y a qu'un nuage au ciel, mais il le voile d'un pôle à l'autre. Le vent ne peut s'apaiser. Il court en gémissant sur ces tristes montagnes, perdues dans la brume du crépuscule et le brouillard. La pluie a battu tout le jour cette tour d'église. Elle s'élève sombre au milieu de l'enceinte de pierre de son cimetière. Les orties, les longues herbes, les tombes sont baignées dans l'humidité. Ce soir m'en rappelle trop vivement un autre. Certains personnages, qui y avaient accompli le jour même un pèlerinage à un tombeau nouvellement creusé dans un cimetière hérétique, étaient assis autour d'un feu de bois, devant le foyer d'une maison étrangère. Ils étaient gais et enjoués, mais chacun d'eux savait qu'un vide qui ne serait jamais rempli venait de se faire dans leur cercle, qu'ils avaient perdu quelqu'un dont toute leur vie ils déploreraient l'absence. Ils savaient que la pluie tombait sur la terre humide qui couvrait leur cher enfant, et que l'ouragan faisait entendre ses tristes gémissements au-dessus de sa tête ensevelie. Le feu les réchauffait. La vie et l'amitié répandaient encore sur eux leurs bienfaits. Mais Jessie gisait, froide, ensevelie, solitaire, n'ayant contre l'orage d'autre protection que la terre qui la recouvrait. Mistress York plia son tricot, coupa court à la leçon de musique et à la discussion politique, et termina sa visite au cottage assez tôt pour retourner à Briarmans, avant que le soleil eût tout à fait quitté l'horizon, ou que le sentier à travers la campagne fût devenu trop humide par la rosée. La lady et ses filles étant parties, Caroline sentit qu'elle aussi devait prendre son écharpe, embrasser les joues de sa cousine et se diriger vers la rectorerie. Si elle restait plus tard, la nuit arriverait, et Fanny aurait la peine de la venir chercher. Elle se souvint que ce jour-là, on cuisait le pain et on repassait le linge à la rectorerie, et que Fanny était fort occupée. Et cependant, elle ne pouvait quitter son siège à la fenêtre du petit parloir. D'aucun point de vue, le couchant ne pouvait paraître plus agréable que de cette fenêtre entourée de sa guirlande de jasmin, dont les étoiles blanches et les feuilles vertes se détachaient en forme gracieuse, mais sans couleur, sur l'azur doré d'un ciel d'août à 8 heures du soir. Caroline jetait les yeux sur la porte, à côté de laquelle s'élevaient de grands chênes. Elle regardait la haie de troènes et de lauriers s'entrelaçant tout près d'elle dans le jardin. Ses yeux désiraient voir autre chose que des arbustes, avant de quitter cette perspective limitée. Ils désiraient voir une figure humaine, d'une certaine forme et d'une certaine taille, passer la haie et entrer par la porte. À la fin, elle vit une figure humaine. Non, elle en vit deux. Frédéric Murgatroyd passa par là, portant une cruche d'eau. Joe Scott le suivit, agitant dans sa main les clés de la fabrique. Ils allaient fermer les portes de l'écurie et de la fabrique avant de rentrer chez eux. « Je dois faire comme eux, » pensa Caroline, se levant à moitié et soupirant. « Tout cela n'est que folie. Folie à briser le cœur, » ajouta-t-elle. « En premier lieu, je resterai jusqu'à la nuit, qu'il ne reviendrait personne. Car je le sens dans mon cœur, le destin l'a écrit dans la page de ce jour de son livre éternel. Je ne dois pas avoir aujourd'hui le bonheur, après lequel je soupire. En second lieu, s'il entrait en ce moment, ma présence serait un chagrin pour lui, et la conscience qu'il en serait ainsi glacerait mon sang.
Sa main serait peut-être inerte et froide si je lui donnais la mienne. Son œil serait peut-être obscurci si je cherchais son éclat. Si je cherchais cette animation que j'y ai vue dans les jours passés, lorsque mon visage, mon langage ou ma disposition, dans quelque heureux moment, avaient eu le bonheur de lui plaire, je ne découvrirais qu'obscurité. J'aurais mieux fait de rentrer à la maison. Elle prit son chapeau sur la table où il était placé, et elle en attachait le ruban, lorsque Hortense, dirigeant son attention vers un splendide bouquet de fleurs placé dans un vase sur la même table, dit que Miss Kildare l'avait envoyé de Fieldhead le matin même. Puis elle parla des convives que cette lady avait en ce moment, et de la vie affairée qu'elle avait menée tout récemment, ajoutant qu'elle ne devait pas beaucoup aimer ce genre de vie, et s'étonnant qu'une personne qui aimait autant sa liberté que l'héritière ne trouvât pas le moyen de se débarrasser plus tôt de ce cortège de parents. Mais on dit qu'elle ne veut pas permettre à M. Simpson et à sa famille de partir, ajouta-t-elle. Ils désiraient beaucoup retourner dans le Midi la semaine dernière, pour recevoir leur fils unique que l'on attend au retour d'un voyage. Elle insiste pour que son cousin Henry vienne rejoindre ses amis ici, dans le Yorkshire. Je suis sûre qu'elle fait cela en partie pour nous obliger, Robert et moi. Comment? Pour obliger Robert et vous? Demanda Caroline. Et quoi, mon enfant? Vous êtes stupide? Ne savez-vous pas? Vous devez souvent avoir entendu dire. Madame, dit Sarah, ouvrant la porte, les conserves que vous m'aviez dit de faire bouillir, les confitures, comme vous les appelez, sont toutes brûlées au fond du chaudron. Les confitures? Elles sont brûlées. Ah, quelle négligence coupable! Coquine de cuisinière! Fille insupportable! Et mademoiselle, prenant dans une armoire un grand tablier de cuisine et l'attachant sur son tablier noir, se précipita éperdue dans la cuisine, d'où, à vrai dire, s'exhalait une odeur de sucre brûlé plus forte que savoureuse. La maîtresse et la servante avaient été en querelle ouverte toute la journée au sujet de la conservation de certaines cerises noires, dures comme du marbre, sûres comme des prunelles. Sarah soutenait que le sucre était le seul condiment orthodoxe que l'on dût employer. Mademoiselle maintenait, et elle appuyait son opinion de l'expérience pratique de sa mère, de sa grand-mère et de sa bisaïeule, que la mélasse était infiniment préférable. Elle avait commis une imprudence en laissant à Sarah la charge du chaudron de conserve, car son défaut de sympathie pour son contenu avait amené de la négligence dans la surveillance, et le résultat était des cendres noires. Une dispute s'ensuivit, de vifs reproches et des sanglots plutôt bruyants que profonds ou réels. Caroline, se tournant de nouveau vers le petit miroir, écartait les boucles de ses joues pour les placer sous son chapeau de campagne, certain qu'il serait non seulement inutile, mais désagréable de demeurer plus longtemps, quand tout à coup, la porte de derrière s'ouvrant, un calme profond régna dans la cuisine. Les langues se turent, comme comprimées par le mors et la bride. Était-ce Robert? Souvent, presque toujours, il entrait par la porte de la cuisine en s'en revenant du marché. Non, c'était simplement Joe Scott, qui, ayant fait 3 ou 4 significatifs, dit « Il me semble que je viens d'entendre frapper. » Personne ne répondit. « Et, continua-t-il, comme le maître est arrivé et qu'il va entrer par cette porte, j'ai cru convenable d'entrer vous en prévenir. Il ne faut jamais laisser entrer sans avertir dans une maison pleine de femmes. Il est ici. Avancez, monsieur. Elle jouait joliment de la langue, mais je pense que je les ai apaisées. » On entendit entrer une autre personne. Joe Scott continua. « Que signifie cette complète obscurité? Coquine de Sarah, tu ne peux pas allumer une chandelle? Le soleil est couché depuis 1 heure. Il va se rompre le cou contre quelques-uns de vos pots, de vos tables, de vos drogues. Faites attention à cette marmite, monsieur. Elles l'ont placée dans votre chemin. On dirait qu'elles l'ont fait par malice. » Une pause confuse succéda aux observations de Joe. Caroline, bien qu'elle écoutât avec ses 2 oreilles, ne put rien comprendre. À la fin, un cri se fit entendre, un cri de surprise suivi du bruit d'un baiser. Des exclamations à demi articulées lui succédèrent. « Mon Dieu! Mon Dieu! Est-ce que je m'y attendais ?» étaient les seules paroles que l'on put distinguer. « Et tu te portes toujours bien, bonne sœur ?» demanda une autre voix, celle de Robert certainement. Caroline était dans un grand embarras.
Obéissant à une impulsion dont elle n'avait pas le temps de discuter la sagesse, elle s'échappa du petit parloir, et courant en haut de l'escalier, elle prit position de façon à pouvoir faire de nouvelles observations avant de se présenter. Le soleil était couché depuis longtemps déjà. Le passage était dans l'obscurité. Mais il ne faisait pas assez nuit pour qu'elle ne pût voir aussitôt Robert et Hortense le traverser. « Caroline ? Caroline !» s'écria Hortense un moment après. « Venez voir mon frère !» « C'est étrange, » se disait Miss Elstone. « C'est plus qu'étrange. Pourquoi cette excitation à propos d'un fait si commun et si simple qu'un retour de marché? Aurait-elle perdu la tête? Est-ce que les confitures brûlées lui auraient détraqué le cerveau? » Elle descendit, légèrement émue. Elle le fut bien davantage encore lorsque Hortense la saisit par la main à l'entrée du parloir et la conduisant à Robert, dont la grande taille se pressait dans le clair-obscur auprès de l'unique fenêtre, la présenta avec un mélange d'agitation et de formalité, comme s'ils eussent été tout à fait étrangers et que ce fût leur première entrevue. L'embarras de Caroline allait croissant. Il salua d'une façon un peu timide, et se détournant d'elle avec l'embarras d'un étranger, son visage fut éclairé par la lumière douteuse de la fenêtre. L'énigme du rêve, car tout cela semblait un rêve, fut à son apogée. Caroline vit un visage qui ressemblait à celui de Robert, mais qui cependant n'était pas le sien. « Qu'est-ce que cela signifie ?» dit Caroline. « Est-ce que mes yeux me trompent? Est-ce là mon cousin ?» Alors, quel était celui? « Certainement, c'est votre cousin, » affirma Hortense. Alors, quel était celui qui traversait en ce moment le corridor, qui entrait dans la chambre? Caroline rencontra en se retournant un nouveau Robert, le vrai Robert, comme elle le sentit à l'instant. « Eh bien ?» dit-il en souriant à son air étonné et interrogateur. « Lequel est Robert ?»« Ah, c'est vous !» répondit-elle. « Je le crois, » dit-il en riant. « Et lui, savez-vous qui il est? Vous ne l'avez jamais vu encore, mais vous avez entendu parler de lui. » Elle se recueillit un instant. « Ce ne peut être qu'une seule personne? Votre frère, puisqu'il vous ressemble si fort. Mon autre cousin, Louis. » Remarquable petite Oedipe. Vous eussiez vaincu le Sphinx. Mais maintenant, voyez-nous ensemble. Change de place, Louis. Change encore, pour l'embarrasser. Quelle est votre vieille amie maintenant, Lina? Comme s'il était possible de se tromper lorsque vous parlez. Vous auriez dû me faire adresser la question par Hortense. Mais vous n'êtes pas tout à fait ressemblant. C'est seulement votre taille, votre figure, votre teint qui sont semblables. « Et je suis Robert, n'est-ce pas ?» demanda le nouveau venu, faisant un premier effort pour surmonter ce qui semblait sa timidité naturelle. Caroline secoua glorieusement la tête. Un doux et expressif rayon de ses yeux brillait sur le vrai Robert. Ce regard disait tout. Il ne lui fut pas permis de quitter à l'instant ses cousins. Robert lui-même se montra péremptoire en la forçant à rester. Contente, simple et affable dans ses manières, contente ce soir-là du moins, et en joyeuse humeur pour le moment, elle était une trop agréable addition à la réunion du cottage pour qu'aucun de ses cousins consentît volontiers à son départ. Louis paraissait être un homme grave, posé, aimant la retraite. Mais la Caroline de ce soir-là, qui n'était pas, comme vous le savez, lecteur, la Caroline de chaque jour, eut bientôt vaincu sa réserve et égayé sa gravité. Il s'assit auprès d'elle et lui parla. Elle savait déjà que sa carrière était l'enseignement. Elle apprit que depuis quelques années, il était le précepteur du fils de M. Simpson, qu'il avait voyagé avec lui et l'avait accompagné dans le Nord. Elle lui demanda s'il aimait son poste, mais il lui fut répondu par un regard qui lui ôta l'envie d'une nouvelle question sur ce sujet. Ce regard éveilla la sympathie de Caroline. Elle comprit toute la tristesse de l'expression qui passa sur la figure intelligente de Louis, car elle lui trouvait une figure intelligente. Quoique, selon elle, bien inférieure en beauté à celle de Robert. Elle se retourna pour faire la comparaison. Robert était appuyé contre le mur, un peu derrière elle, tournant les feuillets d'un livre de gravure, et probablement écoutant en même temps le dialogue qui s'était établi entre elle et Louis. « Comment avais-je pu les trouver ressemblants ?
se demanda-t-elle à elle-même. Je vois maintenant que c'est à Hortense que Louis ressemble, et non à Robert. Et cela était en partie vrai. Il avait le nez plus long et la lèvre supérieure avancée de sa sœur, plutôt que les beaux traits de son frère. Sa bouche et son menton avaient la même forme que ceux de sa sœur et n'avaient pas la régularité de ceux du jeune manufacturier. Son air, quoique délibéré et réfléchi, pouvait à peine passer pour prompt et ingénieux. On éprouvait, en le regardant, une impression calme qui faisait croire qu'il possédait une plus lente et probablement plus bénigne nature que son frère aîné. Robert, sachant peut-être que le regard de Caroline s'était porté sur lui, bien qu'il ne l'eût pas rencontré et n'y eût pas répondu, ferma le livre qu'il tenait, et s'approchant, prit un siège à côté d'elle. Elle reprit sa conversation avec Louis, mais pendant qu'elle lui parlait, ses pensées étaient ailleurs. Son cœur battait du côté dont elle détournait à moitié la tête. Elle reconnaissait en Louis un air ferme, viril et bienveillant, mais elle s'inclinait devant la puissance secrète de Robert. Sa présence, bien qu'il gardât le silence, qu'il ne touchât pas même la frange de son écharpe ou le bord de sa robe blanche, l'électrisait. Si elle avait été obligée d'adresser la parole à lui seul, elle eût été embarrassée. Mais libre de s'adresser à un autre, la vue de Robert l'excitait. Sa parole coulait librement. Elle était gaie, joyeuse, éloquente. Le regard indulgent et la contenance placide de son auditeur la mettaient à l'aise. Le plaisir sobre, exprimé par son sourire, l'engagea à déployer tout ce qu'il y avait de brillant dans sa nature. Elle sentait que ce soir-là, elle paraissait à son avantage, et comme Robert était spectateur, cette pensée la remplissait de contentement. S'il se fût éloigné, l'affaissement eût suivi de près le stimulant. Mais son bonheur ne fut pas longtemps complet. Un nuage vint bientôt le traverser. Hortense, qui pendant quelque temps avait été occupée d'ordonner le souper, et qui débarrassait en ce moment la petite table de quelques livres, afin de faire de la place pour le thé, appela l'attention de Robert sur le vase de fleurs, dont le carmin, la neige et l'or des pétales brillaient à la lumière d'un éclat extraordinaire. « Elles viennent de Field Head, dit-elle. On les a envoyées à votre intention, sans doute. Nous savons qui est là le favori. Pas moi, certainement. » C'était chose étonnante que d'entendre plaisanter Hortense. Il fallait qu'elle fût ce jour-là dans sa plus belle humeur. « Cela veut dire que Robert est le favori ?» demanda Louis. « Mon cher, répliqua Hortense, Robert, c'est tout ce qu'il y a de plus précieux au monde. À côté de lui, le reste du genre humain n'est que du rebut. N'ai-je pas raison, mon enfant ?» ajouta-t-elle, s'adressant à Caroline. Caroline fut obligée de répondre oui, mais son phare était éteint. Son étoile s'était éclipsée lorsqu'elle prononça ce mot. « Et toi, Robert ?» demanda Louis. « Lorsque vous aurez l'occasion, demandez-le lui à elle-même, » répondit-il tranquillement. Soit qu'il eût rougi ou pâli, Caroline ne l'examina pas. Elle découvrit qu'il était tard et qu'elle devait rentrer à la maison. Elle voulut rentrer. Robert lui-même ne l'eût pu retenir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur Shirley de Charlotte Brontë. On a lu les chapitres 21-22, me semble bien. Oui, exact. Qu'est-ce qu'il y a donc Mémoire de poisson rouge. Alors, Madame York, je l'aime pas du tout. Mais j'ai vraiment aimé le fait que Caroline s'impose et lui dise qu'elle n'avait pas à lui parler comme ça. Ce qui veut dire qu'elle commence à... Elle peut s'imposer, Caroline, s'il y a besoin. Si elle sent en fait qu'elle subit une injustice. Et ça, c'est bien. Parce que j'ai l'impression qu'elle n'en avait pas forcément les capacités au début du roman. Et j'ai l'impression que là, en certaines circonstances, et peut-être avec certaines personnes, elle est capable de le faire. Sans doute pas avec un homme. Si Monsieur Elstone, par exemple, lui impose quelque chose, elle va rien dire. Pareil, si c'est Robert ou... Je pense vraiment qu'elle est soumise à l'homme. J'ai trouvé intéressant, d'ailleurs, il y avait tout un discours comme ça des petites filles. Ouais, c'était un peu compliqué, je me suis un peu pété la voix, j'ai l'impression.
comme je ne savais plus quel âge avaient les gamines, donc je pensais vraiment que c'était toutes petites. Et je me disais, bah, elles parlent vachement bien. Enfin bref, c'était peut-être du 10-12 ans. 12 ans Rose, je crois. Et tout le discours, je crois que c'était les petites filles qui parlaient justement du fait qu'elles étaient soumises à l'homme. Ce qui était complètement en fait la réalité de l'époque, hein, c'est que une femme, s'il y avait personne, enfin une femme de la bonne société, s'il y avait personne pour s'en occuper, gérer son budget et tout ça, elle sait pas faire. Mais je sais pas pourquoi, l'autre coup, bah, quand je suis partie faire des courses, puis souvent en voiture, moi j'ai mon esprit qui vagabonde, et vous vous souvenez, il y avait Joe Scott, il y a une quinzaine de jours, Joe Scott, le contremaître, qui avait grosso modo dit aux filles, à Shirley et à Caroline, que les filles étaient idiotes et que Caroline, elle était même pas capable de faire une addition. Parce qu'elle était venue un jour à la manufacture, au comptoir, et qu'elle avait montré une addition à Robert qui lui avait montré comment faire pour la calculer. Et je me suis dit, en fait, alors soit elle le sait pas, qu'elle est en confiance avec lui et qu'elle lui demande en fait si qu'elle lui demande de lui montrer tout simplement. Donc elle est en confiance pour dire je sais pas faire, ce qui est bien. Soit c'est un gros prétexte pour être avec Robert. Il y a une petite obsession, hein. Quand même, il y a une bonne obsession sur Robert. Et je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant. Mais la discussion des gamines, Rose, elle était excellente. Et vous savez, des fois, il y a Charlotte Brontë qui débarque en fait et qui raconte un petit peu l'avenir des personnages. Il me semble qu'elle avait déjà fait sur Jessie, la petite fille qui va mourir dans pas très longtemps, visiblement. Il me semble qu'elle l'avait déjà fait parce qu'il y avait. C'était peut-être bien Robert qui avait été voir Monsieur York chez lui, où il y avait sa femme et tous les enfants. Il y avait, je crois qu'ils ont 5-6 enfants, un truc comme ça. Il y a un bébé, ouais, il y a une petite tripotée de gamins. Et elle avait déjà dit qu'il y avait un qui allait mourir. Donc que Jessie allait mourir et que les autres, il y en avait qui deviendraient marins, des trucs comme ça. Je sais plus exactement pour qui. Mais il me semble bien qu'elle avait déjà prédit la mort de Jessie. Et en fait, ma petite théorie personnelle, parce que j'y ai pensé là, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu dans l'entourage des Brontë des morts d'enfants prématurés comme ça? Alors, si vous savez pas, les sœurs Brontë qui ont survécu, elles sont trois. Et il y a aussi Branwell, leur frère. Il y a donc Emily, il y a Charlotte et il y a Anne. Et avant ces trois enfants-là, et Branwell, il y avait aussi deux filles aînées. Je crois que c'était Marie et Elisabeth, quelque chose comme ça. Donc il y avait vraiment deux filles aînées qui avaient été emmenées par... Enfin, le père avait décidé de les envoyer dans une école privée pour filles. Et ça va vous rappeler beaucoup de Jane Eyre parce qu'en fait, ces écoles pour filles, enfin, la famille Brontë n'était pas richissime non plus, hein. Ils avaient de quoi se nourrir, ils avaient de quoi avoir une servante ou des trucs comme ça, ou peut-être une gouvernante à la maison, mais pas beaucoup plus. Et les sœurs Brontë, elles ont travaillé. Elles ont été gouvernantes, notamment Charlotte. Moins Émilie. Émilie, elle avait des soucis sociaux, je pense. Enfin, c'était compliqué pour elle d'être en société. C'est quelqu'un qui vivait très reclus. Et bref, ces deux filles aînées avaient été placées dans une école comme ça pour apprendre, enfin une école quoi, à l'âge de 10-12 ans. Et elles se sont chopées la tuberculose. Parce que c'était des écoles, c'est tout à fait comme l'orphelinat où était Jane Eyre. C'était des écoles où elles avaient à peine de quoi manger, où il y avait pas mal de mauvais traitements, où les conditions d'hygiène d'hébergement étaient déplorables, genre cafards, des rats, pas de chauffage, et tuberculose. La tuberculose, elle a beaucoup sévi au 19e siècle et c'était surtout très contagieux. C'est vraiment une saloperie de maladie, ça. C'est encore une maladie qui peut avoir lieu dans les populations les plus vulnérables des pays
où il y a une concentration de gens, pas d'accès à l'hygiène ou à la santé, chez les SDF et les grands précaires en gros, hein. Chez les migrants qui sont en bidonville et tout ça. Donc la tuberculose, c'est super dangereux. Surtout elle peut être respiratoire, elle peut être digestive, enfin c'est une saloperie de maladie. Pour la petite histoire, quand moi j'ai bossé, j'ai fait un petit stage en fait d'éduc il y a quelques années auprès d'une population de grands précaires. Et il y avait une épidémie de tuberculose. Donc moi j'avais décidé d'aller me faire dépister dans un dispensaire parce que moi je suis asthmatique et j'ai un compagnon qui est insuffisant respiratoire. Donc j'avais été le faire. Bon, j'ai rien eu, j'avais pas eu la gale non plus, mais ce sont des maladies très vieilles qui existent encore, comme la syphilis qui fait son retour aussi. Parenthèse santé finie, mais ouais, faudrait peut-être que je calcule. Je vais regarder vite fait en fait sur l'affiche. De toute façon, non, le truc qui est sûr et certain, peut-être que. Enfin, le truc qui est sûr et certain, c'est que quand les deux sœurs aînées sont décédées, elles avaient 10-12 ans, un truc comme ça. Et les plus jeunes, elles étaient plus jeunes. Ce qui fait que ça a sûrement été un espèce de traumatisme familial parce que le père, en fait, il a décidé que ses autres filles qui allaient aussi à l'école, elles revenaient, en fait, elles y retournaient pas, et que les plus jeunes, elles n'y iraient pas à l'école. Et c'était assez particulier, mais je trouve que ils ont une vie, les Brontë ont une vie qui est super intéressante. La tuberculose, elle a été très présente dans leur famille. La famille Brontë, c'est quand même une famille qui a été marquée par la maladie, qui a été marquée aussi par l'isolement social. C'est pas une histoire bien joyeuse. Donc peut-être que c'est une manière pour Charlotte Brontë de parler un peu de ses sœurs aînées qu'elle a sans doute pas beaucoup connues. Et voilà. Donc, sur cette parenthèse vachement joyeuse, non mais les Brontë, c'est triste, hein, les Brontë. Je trouve que c'est intéressant aussi. Enfin, là, vous voyez, c'est un livre qui prend vraiment son temps, je trouve. Moi, ça me dérange pas. Je m'ennuie pas. Mais peut-être que si je le lisais pas à haute voix et que je le lisais pour moi, j'aurais peut-être plus de peine à le lire parce que il prend quand même bien son temps et il y a quand même pas mal de digressions aussi. Comme la digression sur Dieu et compagnie, etc. Bon, après, moi, je trouve pas ça inintéressant non plus. Puis le contexte de croyance de l'époque et compagnie. Mais après, c'est vrai que j'y adhère pas spécialement parce que c'est pas mon truc. Mais je respecte quelque part, en fait. Enfin, ça, y a pas de souci, hein, ça fait partie du personnage. Ça faisait certainement partie de la vie de l'autrice aussi. Et bref, c'est un livre qui prend son temps. J'aime bien. J'aurais aimé qu'on ait un peu plus de nouvelles en fait de ce qui s'était passé après l'attaque de la manufacture. Parce que là, à part dire que Robert, il a envie de se... Ce que j'ai compris, moi, c'est qu'il a envie de se venger, en fait, et de faire tomber les têtes pensantes qui ont créé le mouvement. Ce qui s'entend quelque part, parce que c'est... On détruit ses métiers. Après, on va tout péter, tout péter ses carreaux, abîmer sa charpente, ses volets et compagnie. C'est un gars qui a déjà du mal à faire survivre son entreprise. Je conçois qu'il ait un petit peu envie qu'il ait envie que les coupables, en fait, que les têtes pensantes soient arrêtés et soient punis. Je sais pas ce qu'était la justice en ce temps-là, donc est-ce que ces gens-là pouvaient par exemple payer une amende qu'il aurait reçue ou des choses comme ça, ou est-ce que c'est juste une question de principe? Je sais pas. Mais c'est un trait de caractère que j'aime bien chez Robert. Le fait de pas pas lâcher quelque part, même puis d'être un peu droit dans ses bottes. Mais ce qui fait que comme il y a pas mal de sous-intrigues, j'ai un peu du mal à savoir si c'est un roman qui est sur quoi. C'est un développement de personnage,
On développe les personnages de Caroline, de Shirley, de Robert, un peu plus lointain Robert. C'est un roman qui porte le nom de Shirley, mais pour moi Shirley c'est pas le personnage principal. Pour moi le personnage principal c'est Caroline. Mais elle a un peu le complexe de Fanny. Donc Fanny de Jane Austen c'est le troisième roman où on a un personnage qui se fait un peu qui se fait maltraiter tout le long du roman, en fait, jusqu'au moment où on veut lui imposer un truc, et là elle dit non, et elle ne démord pas. Mais c'est quelqu'un qui dire qu'elle a pas de caractère, ça serait un trop gros résumé. Ce serait un peu faux quand même, mais on est un petit peu là-dedans, dans Fanny. C'est quelqu'un qui n'a pas de répondant, qui subit, et puis qui sourit et qui est gentil. On a un peu ça avec Caroline, même si je trouve qu'elle peut être un peu plus piquante et plus présente. Parce que Fanny, des fois, t'as l'impression qu'elle était pas là, quoi. Je dis pas, c'est un roman que j'avais quand même plus ou moins apprécié de Jane Austen. Mais c'est vrai que passer de Orgueil et Préjugés avec Elisabeth qui envoie chez les gens en toute politesse à Fanny qu'on voit pas. Mais Fanny, littéralement, en fait, elle fait partie des meubles dans le manoir, ou enfin dans le château où elle vit. Elle fait partie des meubles. Et quand à un moment elle doit partir, elle est écartée en fait du château. Les réflexions des gens de son entourage, c'est oh mince alors, qui c'est qui va m'aider? Enfin, vous voyez. Et Caroline, on est un petit peu là-dedans. On est un peu sur quelqu'un qui est négligé par Monsieur Elstone. Je pense que Monsieur Elstone, il en a pas grand-chose à foutre. Il l'a accueilli par devoir. Il veut en... Enfin là, son but c'est de la marier, puis comme ça il en est débarrassé. Il n'est pas intéressé par les bonnes femmes, de toute façon, j'ai pas l'impression plus que ça. Et bref, Monsieur Elstone, il est pas... Enfin, c'est pas le mec le plus sympa du monde, et il donne pas envie de vouloir discuter avec lui. Surtout avec quelqu'un qui a la personnalité de Caroline et qui n'a pas de répondant, pas tant que ça de répondant. Et je pense qu'elle n'a pas de répondant face aux hommes. Face aux hommes qui ont de l'autorité. Parce que je pense que peut-être par rapport à un Joe Scott, elle saurait comment le mener, mais c'est un contremaître. C'est un inférieur, entre guillemets. Son cousin Robert, bon, elle l'a foutu sur un piédestal, donc évidemment, il dit n'importe quoi, elle va dire oui. Mais Elstone, c'est l'autorité. C'est l'homme qui est chargé de la prendre en charge. Bref. Moi, j'aime bien. J'aime bien. J'ai un peu manqué de Shirley, là, je trouvais. Euh, elle était un petit peu... elle était un peu plus... Enfin, un peu moins présente. Je crois qu'elle n'était pas présente, d'ailleurs. Madame York, je l'aime pas du tout. C'est une connasse. Hortense, elle est rude. Elle est pas affectueuse. Elle est droite. Mais quelque part, je pense qu'elle est assez honnête. Même si elle est plus prompte, je pense, à dire t'as pas bien fait ci, t'as pas bien fait ça, que de donner un compliment. Alors, le truc des confitures, franchement, ça m'a fait rire. Alors, s'il y a des gens qui font des confitures là, des cerises qui sont pas assez sucrées, vaut mieux les faire avec du sucre ou de la mélasse. Je veux des réponses. Ça m'a fait rire. Bon, moi, j'en ai jamais fait de ma vie de confiture. J'aime bien en manger de temps en temps, mais j'en ai jamais fait de ma vie. Et j'aime pas les confitures de cerises. La cerise, le fruit. Pas des trucs avec des cerises dedans. Que du fruit. J'ai des tocs comme ça, qu'est-ce que vous voulez Non, c'est des tics, des tocs, je sais plus. Enfin, j'ai des principes. La cerise, c'est pas dans les yaourts, c'est pas dans les clafoutis, c'est pas dans les glaces, c'est un fruit. Je ne mange que le fruit et la cerise. Pas de préparation à la cerise. Bref, ça suffit les bêtises. Mais ouais, il y avait... Je trouvais intéressant au niveau de l'émotion, où on a la pauvre Caroline qui est tout le temps en train de tourner en rond, ce que disait Rose. Hein. Oh là là, vous vous ennuyez dans votre cimetière, là, etc.
parce que on a l'impression que tout est figé à la rectorerie, on dirait que y a rien de vivant là-bas, tout ça. Et ça fait tellement écho dans ce que disait elle-même, dans ce qu'a traverse elle-même Caroline sur le fait que si je suis célibataire, en fait, je vais m'enterrer, tout ça. Ça devait être chaud pour elle d'entendre ça. De Rose qui pérore quelque part, qui, enfin, qui a une facilité à parler, et ce qui fait pas spécialement attention en fait si elle blesse ou pas quelqu'un, parce c'est une petite fille, elle est jeune. Mais elle est jeune, mais elle est très fine dans ce qu'elle dit. Donc, bah, je sais pas ce que... Je sais pas. Alors, très honnêtement, un moment, j'ai cru qu'ils allaient annoncer les fiançailles de Robert et de Shirley. J'ai cru ça. En fait, c'était l'arrivée de Louis. Mais est-ce que vous avez compris un truc comme ça, vous? Parce que bah, je me demande si c'était pas Monsieur York, justement, qui disait à Shirley, ce serait bien que vous vous mariez. Enfin, je sais plus. Après, je me dis aussi en termes de différence sociale. Caroline, elle a pas d'argent. Donc, quelque part, pour elle, le mariage est une solution pour maintenir son niveau de vie ou s'élever dans la société. Parce que c'est mieux de se marier mieux, supérieur, que de se marier avec le charcutier et puis de tenir sa charcuterie. On est sur des personnes qui ne travaillent pas. Et comment dire, euh, Shirley, en fait, elle peut rester célibataire jusqu'à ses 35 ans si elle veut. Elle a de la thune. S'il n'y a aucun homme en charge d'elle qui lui impose quoi que ce soit. En plus, moi, ce que j'ai compris au niveau de ses revenus, pour moi, c'est les intérêts. C'est-à-dire qu'il doit y avoir de l'argent placé dans des banques à droite à gauche, et c'est juste les intérêts de cette somme-là qui la font vivre et qui sont considérables. Ce qui fait qu'elle est vraiment pétée de thunes, Shirley. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, j'avais pas remarqué ça avant, mais on l'appelle de plus en plus l'héritière, Shirley. Et quelque part, en fait, je trouve que c'est un peu dégueulasse de stigmatiser quelqu'un parce qu'il est pauvre, mais je trouve que réduire aussi Shirley au fait que c'est une héritière et elle a de la thune, je pense que n'importe quel homme qui commence à s'intéresser à Shirley, à l'approcher, elle doit se dire, ce gars-là, il veut mon pognon, il veut pas moi. C'est pas facile non plus. Après, Shirley, elle a du répondant. Clairement, elle est tout à fait adaptable et compagnie. Moi, je la vois pas. Je pense pas qu'elle pourrait être trompée par quelqu'un, se faire embobiner. Je pense pas. Euh, Et je pense qu'elle va choisir adroitement. Je pense. Je sais pas ce qu'il en est, hein. Pour que vous sachiez, donc, on est à 23% du deuxième tome. On a fini donc le premier tome qui c'était à peu près 50%. Donc on va dire, est-ce qu'on n'est pas à la louche à du... Oh, je vous laisse calculer, je suis nulle. Je sais pas faire. Je ne sais pas faire. Mais donc oui, pas la prochaine fois, mais la fois suivante, la vidéo sera sûrement une demi-heure plus longue. Je vais essayer de pas dépasser les 2 heures. Je vais m'arrêter là. À mercredi prochain, je sais pas encore. Je tourne en avance là. Je suis en avance d'une dizaine de jours, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire mercredi prochain. Samedi suivant sera toujours dans les dimensions fantastiques, l'anthologie des anthologies. Et je pense qu'après, je lirai, quand j'aurai fini les dimensions fantastiques, je lirai les quelques nouvelles qui ne sont pas dans l'anthologie de l'anthologie, mais qui sont dans les anthologies individuelles. Et ce que je peux lire, et puis voilà. Voilà. Donc, voilà. Par contre, je pense vraiment que les prochaines fois, enfin, après Shirley, je vais essayer d'avoir deux ou trois trucs très courts. Parce que c'est pas que ça m'a saoulé, mais ça prend vachement de temps.
Et je trouve que c'est un peu démesuré, donc je trouverai des textes très courts par la suite. Genre des romans qui se lisent en 4 semaines, quoi. Donc des choses très courtes. Je trouverai. Je vous dirai. Très bon dimanche à vous. À mercredi prochain pour ceux qui me suivent. Et à samedi prochain pour les contes fantastiques. Les nouvelles fantastiques. Salut!